table ronde autour du sujet la BD, vecteur de mémoire, conflits et conséquences. Je vous présente d'abord les participants qui sont là autour de moi. Donc j'ai en tout début Sandrine Martin, juste à côté de moi, autrice de bande dessinée depuis 2003, si je me rappelle bien, dont le livre Chez toi vient de sortir il y a plusieurs mois, et vous voyez en fond, pas d'écran, mais en fond de scène, des images déroulées, extraites de cet album. On parlera après de ce que cet album parle et ce qu'il contient. Je vous présente aussi Régis Sautière, scénariste de bande dessinée, qui a écrit tellement de livres que je ne saurais pas tous les citer. Ça c'est déjà bien. On va essentiellement parler de La guerre des Lulus aujourd'hui, qui est une bande dessinée de gamins plongés à fond dans la Première Guerre mondiale. Donc ça aussi un récit justement conflits et conséquences. Donc ils l'ont vécu étant gamins, qu'est-ce que ça aura comme conséquences sur eux quand ils seront adultes? À voir après les réponses avec Régis. Et ensuite il y a Chande, aussi un auteur de bande dessinée de la région. Il habite Thionville. Et il dessine et réalise des albums aussi qui parlent de la Première Guerre mondiale et d'autres personnages historiques comme Napoléon, c'est un peu antérieur à la Première Guerre mondiale, avec beaucoup de conflits quand même et des répercussions qui nous intéressent encore aujourd'hui. Et à ma gauche, il y a Pierre Pulia, formateur, enseignant en bande dessinée, rédacteur, disons passionné de bande dessinée, je crois que ça résume tout. Moi-même, je m'appelle Gérard Fleuner. Je travaille à RTL ici au Luxembourg et comme tous ceux qui sont sur scène aujourd'hui, passionnés de bande dessinée, j'en parle régulièrement à l'antenne et dans un podcast. Voilà, on essayera de vous parler au mieux donc, du sujet de la journée. J'ai rapidement présenté les participants, néanmoins je préfère quand même qu'ils parlent un peu eux-mêmes de leur parcours et de leur création. Les dames d'abord, donc c'est Sandrine. Sandrine, lorsqu'on s'est vu en visioconférence pour préparer cette conférence aujourd'hui, vous aviez posé une question sur la légitimité de votre présence aujourd'hui dans cette conférence, dans cette table ronde. Alors on en a discuté. Comment est-ce que vous voyez cette légitimité aujourd'hui en vue de votre album Chez toi aussi? Ma question, en fait, quand on a parlé du thème de la rencontre, c'était que mon album, il parle d'un temps qui est pas très éloigné de nous maintenant, donc c'est vraiment l'actualité chaude. Et du coup, le terme de mémoire, je me demandais si, comment on avait déjà une mémoire de ce temps qui est très très actuel. Moi-même, pour réaliser cet album, en fait, j'ai travaillé avec une équipe d'anthropologues qui était sur le terrain en même temps que je faisais ce travail. Du coup, j'avais pas une source sur laquelle m'appuyer, par exemple des articles qu'elles auraient pu écrire avec des informations et des anecdotes. J'avais pas de documents à partir duquel je pouvais créer mes histoires. Il fallait vraiment que j'aille sur le terrain, que je parle avec elles, que j'ai des rencontres complètement informelles avec les gens pour que je puisse avoir la matière première pour ce livre. Donc c'était la première fois que finalement il fallait s'inspirer de ce qui se passait dans le temps où j'étais moi-même en train de créer. Expliquez-nous rapidement de quoi parle justement votre livre pour qu'on puisse au mieux le cadrer. Mon livre, c'est la rencontre de deux femmes, une sage-femme qui est grecque et qui rencontre une réfugiée syrienne qui vient d'arriver à Athènes et qui découvre tout au début de l'histoire qu'elle est enceinte. Et ça va être toute sa grossesse avec elle veut aller en Allemagne, elle pense que ça va être facile, elle pense que quand elle va accoucher, bien sûr, elle sera en Allemagne avec de la famille qu'elle connaît là-bas. Et elle se rend compte qu'il y a tellement d'obstacles administratifs pour s'installer là où elle veut s'installer que peut-être son bébé ne va pas naître en Allemagne, mais il sera encore en Grèce à ce moment-là. Donc c'est un peu le compte à rebours de cette grossesse et de tous ces obstacles administratifs auxquels sont confrontés les réfugiés.
Donc ça parle aussi de guerre de Syrie, réfugiés qui fuient cette situation. Et donc au final, après peut-être un recul de plusieurs années, on pourrait aussi en tirer des leçons. Donc justement, c'est un livre qui s'inscrit dans le débat d'aujourd'hui, conflits et conséquences. Il en fait partie aussi, même si les conflits sont plus récents que ceux, par exemple, qui sont traités par Régis Sautière, la guerre des Lulu. Alors là aussi, rapidement, si vous pouviez expliquer de quoi ça parle, en allant un peu plus loin que la présentation très brève que j'ai faite. La guerre des Lulu, c'est une histoire d'enfants qui vont se retrouver isolés dans la zone occupée par la guerre de 14. C'est l'idée qui m'est venue en fait en constatant qu'il n'y avait pas de bande dessinée visible par tout le monde sur cette guerre-là. Il y avait beaucoup de bandes dessinées qui avaient été faites auparavant, notamment par Jacques Tardy. Mais c'est des bandes dessinées qui s'adressent à un public adulte, des bandes dessinées qui montrent la beauté de la guerre et surtout des bandes dessinées qui comme la plupart en fait des fictions, que ce soit en roman, au cinéma, en série télé, s'intéresse surtout à la guerre de 14 au travers de la guerre de tranchées, au travers des grandes batailles, qui sont les batailles de Verdun, de la Somme, etc. Vraiment de la boucherie qui a été la guerre de 14. Et avec la guerre des Lulu, on a décidé de changer le point de vue, de partir déjà sur le point de vue des enfants et de surtout se déporter un peu et ne plus rester sur le front mais d'aller dans la zone occupée. Et donc la guerre des Lulu va raconter l'histoire de 4 garçons qui sont élevés dans un orphelinat près de la frontière belge. Et lorsque leur village est évacué au tout début de la guerre de 14 par l'armée française qui veut éviter que des civils se retrouvent dans la zone de combat, les Lulus sont en train de se construire une cabane dans la forêt juste à côté et ils sont oubliés lors de l'évacuation. L'armée allemande arrive, envahit toute cette partie de la France et ces Lulus se retrouvent comme ça, sans repère adulte, et ils essayent de survivre pendant les 4 ans, 4 ans et demi que durera la guerre. Et on raconte leur survie. Alors il y a ces 4 Lulus, ces 4 garçons, et puis une petite fille, en fait, une petite réfugiée belge, qui très rapidement, dès le premier tome, va y rejoindre. Et donc ce sont ces 5 enfants qu'on va suivre comme ça au fil du tome et tout au long de la guerre. En plus, il se noue d'amitié avec un ami, si on peut dire, avec Hans. Avec Hans, qui est un déserteur allemand, qui rencontre à la fin du premier tome. Et alors pour eux, évidemment, l'allemand, c'est l'ennemi absolu, puisque c'est ce qu'on leur a vendu un peu à l'école. On est dans une période où il y a un esprit revanchard très fort, y compris, on le retrouve dans des punitions qui étaient données à l'école, où on disait aux enfants de rejeter 100 fois, par exemple, pour toute ma vie, je raillerai les Allemands. Et donc ils ont été élevés comme ça, et donc pour eux, quand ils voient un Allemand pour la première fois, ils sont face à un monstre, quelqu'un qui mange les enfants, enfin dans leur esprit, c'est ça. Et ils vont apprendre à s'apprivoiser mutuellement, les déserteurs et puis ses enfants. Et donc il y a toute une histoire d'amitié qui va naître entre eux, et Hans va devenir pour eux une sorte de père de substitution, puisque voilà, eux ont perdu le leur. Et donc tout le tome 2 raconte cette histoire entre les enfants, ce soldat allemand. Toute l'histoire aussi faite de... c'est un grand apprentissage en fait, ce tome 2. C'est surtout l'apprentissage de ce qu'est l'autre en fait, que l'autre étranger. C'est pas seulement, c'est surtout pas en fait des images qu'on a en tête à partir d'a priori. C'est avant tout un être humain qui, comme nous, a ses qualités, ses défauts, et il faut apprendre à faire avec. Échange, différentes époques qui sont traitées dans vos bandes dessinées. Pour vous, c'est un peu un fil rouge qu'on retrouve dans votre œuvre. Pourquoi ce choix? C'est surtout des commandes. Oui, ça marche. C'est surtout des autres commandes. Bizarrement, je ne destine pas forcément l'historique au départ, mais le fait est que c'est là où on demande de dessiner, donc là on demande ces différentes époques. Après c'est assez enrichissant, on continue sa lecture personnelle, tout comme c'est des époques différentes à chaque fois, on apprend beaucoup de choses. Voilà. Parfois c'est aussi simple que ça. Oui. Donc parlons un peu de comment vous commencez à créer votre bande dessinée, parce qu'au final, nous, ce qu'on tient en main, c'est le livre final qu'on lit, mais il y a plusieurs étapes pour en arriver là, et on va commencer par tout début. Tout d'abord, je vais commencer de nouveau avec Sandrine pour en parler du making-of, parce que Sandrine, vous avez, donc, comme vous l'aviez déjà dit, rencontré des scientifiques sur le terrain
qui vous ont permis de mieux comprendre ce qui se passe et d'utiliser tout ça comme base pour votre bande dessinée. Oui, tout à fait. J'ai rencontré une équipe d'anthropologues menée par Vanessa Grotti, qui est une chercheuse qui travaille surtout sur la relation entre les femmes enceintes migrantes et le personnel soignant. Elle a mené une étude depuis 2016 sur les femmes qui arrivent aux portes de l'Europe et comment certaines vivent leur grossesse et leur accouchement. Et c'était une étude très vaste. Il y a eu une chercheuse qui était à Melilla, donc c'est une enclave espagnole au Maroc, une chercheuse à Lampedusa et une chercheuse à Athènes. Donc c'est des lieux en fait qui sont à la périphérie de l'Europe et qui sont des ports d'entrée pour des personnes qui sont très très différentes. Donc moi j'ai vraiment choisi de me baser sur 2 personnages pour faire un choix et pour vraiment être dans le quotidien de mes personnages. Mais à la base c'est une étude très très riche et très complexe. Et donc vous étiez aussi allé sur place pour vous documenter? Oui, je suis allée en février 2017 à Athènes et on a visité les lieux où Cynthia, qui est la chercheuse qui était basée là-bas, a établi des contacts avec les personnes. Donc on a été dans un camp de réfugiés qui est l'ancien aéroport d'Ellinikon. Donc ça c'est un lieu assez ironique parce que c'était un camp de réfugiés, donc avec des gens qui étaient bloqués là-bas alors qu'ils étaient entourés de panneaux départ, arrivée, de vieilles avions brouillés sur les pistes, d'affiches pour les boutiques de duty free. Donc ce lieu-là, je l'ai réutilisé dans la bande dessinée parce que c'était assez emblématique de cette situation-là. Vous voyez d'ailleurs les images à l'écran. Voilà. Et on est allé aussi dans les lieux où sont suivies ces personnes pour leurs soins médicaux. Donc à Médecins du Monde, dans une petite association et aussi à l'hôpital public, là où les femmes enceintes vont accoucher. On parlera encore beaucoup plus de la documentation ensuite, mais Régis, pour vous aussi, on a des documents qui nous montrent un peu comment vous travaillez en tant que scénariste, donc vous n'intervenez pas sur les dessins, si je ne me trompe. Non, jamais. Enfin, je peux faire des commentaires, c'est ce que fait le dessinateur, mais essentiellement, là où j'interviens sur le dessin, c'est sur le storyboard uniquement, c'est-à-dire sur le brouillon de la planche. Et ça commence toujours par un scénario. Ça commence toujours par un scénario. Donc ça commence par l'écriture d'un synopsis, les grandes lignes de l'histoire. Après, je vais séquencer l'histoire, je vais la découper scène par scène, ce qui me permet de calibrer vraiment mon récit, puisque sur des séries classiques, dans le format classique comme La Guerre des Loups, on est sur des albums qui ont systématiquement 54 planches. Alors ça peut être 46, ça peut être 62, mais c'est un nombre de pages qui est défini à l'avance. Et donc il faut que l'histoire que j'ai voulu raconter sur un tome rentre pile poil en fait dans ces 54 planches. Donc j'ai besoin d'abord de la séquencer comme ça, scène par scène, en évaluant le nombre de pages dont j'aurai besoin à peu près pour la raconter. Et une fois que j'ai fait ça, je peux partir sur le scénario, donc c'est une description case à case de la bande dessinée. Donc j'explique au dessinateur ce qu'il faut dessiner. Donc je vais lui dire, voilà, première case, on a un plan d'ensemble. Au premier plan à droite, on a un panneau d'entrée de ville sur lequel il décrit Valencourt. À la plan, on voit une voiture dans les années 80 qui est en train de rentrer un petit village. Le ciel est gris, il y a un cadre de texte dans lequel il est écrit « Je touche à la Valencourt », etc. Donc je vais décrire la bande dessinée comme ça, dessin par dessin en gros. Et à partir de ces indications, le dessinateur va pouvoir commencer à travailler. Donc il va d'abord faire des recherches de personnages, et puis il va faire le storyboard, un brouillon. Et à partir de ça, on va pouvoir se caler, voir si tout fonctionne au niveau de ce brouillon, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, notamment au niveau de la narration, est-ce que tout est bien lisible, est-ce qu'on peut rendre la planche plus lisible encore ou plus spectaculaire, par exemple, en variant les plans, en mettant un plan large plutôt qu'un plan moyen, des choses comme ça, ou en rajoutant une case avec un gros blanc sur un élément, par exemple, qui est particulièrement important. Une fois que ce storyboard est validé, le dessinateur, là, et voilà, je me laisse tout seul se débrouiller pour la suite. Il fait crayonner généralement un ancrage, et puis après, il y a une mise en couleur qui est faite soit par le dessinateur, soit par le coloriste. On a vu défiler à l'écran les différentes étapes aussi. Actuellement, on voit la planche terminée avec les textes dans les bulles, et on a vu dans le storyboard
les textes n'y sont pas, on marque donc uniquement d'une lettre, non pas d'une lettre mais d'un chiffre. Oui, alors ça c'est la façon de faire, enfin, chaque dessinateur a sa façon de faire. Là on est sur la guerre des Lulu, sur cet album-là en tout cas, il y a 2 dessinateurs qui travaillent. Il y en a un qui fait le storyboard et l'autre qui fait le dessin. Ça c'était pour une question de... on avait besoin d'aller plus vite à ce moment-là, mais bon, il y a des choses qui font que la vie est parfois compliquée. En tout cas, celle du dessinateur était compliquée à ce moment-là, il avait du mal à avancer, et donc il a eu besoin d'un soutien. Donc il y a un deuxième dessinateur qui est venu en renfort et qui a fait tout le storyboard de l'album, ce qui a permis à Hardock, le dessinateur original de la guerre des Lulu, d'avancer plus vite. Et Damien, c'est vrai qu'il n'écrit pas forcément le texte dans le storyboard, mais il y a d'autres dessinateurs. En ce moment, je travaille avec Xavier Fourquemin. Lui, sur son storyboard, en fait, il réécrit l'ensemble des dialogues, ce qui, moi, me permet de le lire plus facilement. Sinon, j'ai un découpage à côté pour vérifier que tout fonctionne. Je voulais parler de la taille des bulles, justement. Comment on la définit en un an si on ne met pas le texte dedans pour que ça colle au final et qu'il ne faut pas réadapter ces bulles? Ouais, là c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a des dessinateurs en fait, qui ne vont pas dessiner les bulles sur les planches. Les bulles sont ajoutées après à l'ordinateur. À mon sens, c'est une erreur. C'est beaucoup de dessinateurs qui viennent ceux qui font ça, c'est beaucoup de dessinateurs qui viennent du monde de l'animation. La bulle, en fait, pour moi, ça fait partie intégrante du dessin. C'est vraiment un espace blanc assez massif, donc c'est un élément graphique très important. Et il faut en tenir compte, d'une part, pour une raison esthétique, parce que ça fait partie du dessin, mais aussi parce que la bulle est très importante dans la narration. Il faut que les bulles soient lues les unes après les autres dans le bon ordre, et donc elles doivent être pensées en amont. Et beaucoup de dessinateurs de bande dessinée avec lesquels je travaille, qui dessinent leurs bulles sur la page, en fait, quand ils commencent le dessin, ils commencent par placer les bulles, et ils font le dessin seulement après, pour être sûr que le chemin des bulles, le chemin de lecture des bulles soit correct, et puis pas se laisser déborder par la bulle. Si on commence par faire le dessin et qu'on pense à la bulle après, souvent on essaye de la caser dans un coin parce qu'on ne veut pas effacer une partie du dessin qu'on a fait, etc. Et on se retrouve avec des bulles qui vont déborder sur la case d'à côté, etc. Et parfois ça a un aspect qui esthétiquement n'est pas terrible, et qui en plus narrativement fonctionne mal. Parce que ça peut nous amener à lire la bulle suivante, une bulle avant une autre, etc. Chandre, vous aviez dit que essentiellement vous avez commandé donc, par des albums qui étaient des commandes, donc on vous a fourni aussi un scénario, vous les écrivez vous-même? Pour l'instant j'ai fait 2 scénarios, c'était pas historique. Donc là on finit effectivement le document. Je vais réagir ce que tu disais pour les bulles, parce que c'est ce que je faisais au début. J'essayais directement sur les pages, et en fait on m'a demandé dans le cadre de commande de les faire à côté, sur les cases à côté sur l'ordinateur. Et effectivement ce que tu décrivais par rapport au placement et au sens de lecture en fait, de la bulle, moi je le fais en séparé, et c'est quand même un problème à garder, comme je suis très attentif. Alors peut-être parce que j'ai commencé comme ça, en faisant sur le papier directement, mais ça permet des fois de rétablir justement le sens de lecture. On ne s'en rend pas compte quand on dessine, et puis on a un peu de temps qui se passe, et après quand on remonte la planche, on se rend compte que des fois il n'est pas forcément bien placé. Ouais, mais ça tu le cales sur le storyboard. Ouais, c'est dans le storyboard, c'est très dans le storyboard. Des fois, tu as des surprises que tu passes d'une étape à l'autre. Et c'est quoi la raison pour laquelle on vous demande de le faire sur les calques à part? C'est de pratique pour l'éditeur. Souvent, il envoie au coloriste. Moi, je ne fais plus les couleurs non plus. Et du coup, le coloriste, lui, il travaille directement, il enlève le calque le texte et il travaille des bulles entières. Il y aura une raison aussi de traduction, c'est parfois plus facile parce que en fonction des langues, une phrase peut être plus ou moins longue. Et donc le fait de pouvoir ajuster comme ça les bulles, c'est un peu plus pratique. À part ça, je ne vois pas trop l'avantage. Sandrine, vous travaillez de la même manière? Oui, moi le texte c'est vraiment la première étape. Non seulement la rédaction du texte, mais aussi le placement du texte dans la page. Ça va être ma première étape parce que effectivement le texte prend une place et il faut gérer ça au niveau de la mise en page. Quand vous faites vous-même vos couleurs aussi, évidemment il y a cette approche que Régis vient de mentionner, elle n'y est pas, ou même Chandre l'avait dit, donc il faut laisser la place
au coloriste aussi pour bien pouvoir mettre les couleurs et ne pas être gêné par une bulle. Ça, c'est quelque chose qui n'intervient pas dans votre travail. Effectivement, surtout sur cet album-là, la couleur et le dessin, ils viennent ensemble. Pas ce genre de couleur. Et aussi, sur cet album-là, j'ai travaillé avec une typographie de ordinateur, en fait. C'est quelque chose d'assez pratique pour continuer d'écrire sur ces pages, même à l'étape où on réalise l'histoire finale. Chandra, pour réaliser ces albums qui parlent d'événements historiques, vous avez besoin de documentation. Alors pour la documentation, tout ce qui est contemporain, c'est plus facile parce que les bâtiments sont là. Les costumes sont là, mais c'est vrai que dès que c'est un peu plus ancien, les documents qui existent, à l'apparition de la photographie, on a pu avoir effectivement des choses, mais si on prend par exemple 14-18, on est beaucoup sur le document noir et blanc. À part se déplacer dans les musées pour voir certaines couleurs sur les costumes, il existe aussi des travaux d'autres personnes. Moi, pour tout ce qui est costumes militaires, notamment, il y a le couple Funken, je ne sais plus comment on prononce, qui avait fait une grosse documentation pendant des années, mais après, là je vais parler par exemple de François Ferdinand, les costumes d'apparat, l'Empire austro-hongrois, en fait, c'est une multitude de pays, et chaque pays a ses propres costumes d'apparat. Et les documents qu'on va retrouver en photographie sont en noir et blanc. Donc la difficulté, c'est, ne rigolez pas, mais j'ai acheté Sissi Impératrice pour pouvoir voir le costume. J'ai coupé le son. Mais effectivement, on est obligé de se référer à des reconstitutions ou d'autres choses. Donc ça, c'est un petit problème. Pour tout ce qui est antérieur, il y a aussi la peinture classique, tout simplement, même si ce sont des sujets qui sont un peu fantasmés. Là, le travail sur Napoléon, on est dans la légende dorée, donc c'est la gloire de Napoléon. Il y a des anachronismes aussi au niveau de la documentation, mais c'est la commande d'État, donc on fait un beau portrait de Napoléon, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut se baser. Il y a dans votre album, on a aussi une image sur Alice Milia où vous nous avez donc montré une photo sur laquelle vous vous êtes aussi basé pour la dessiner, la photo en noir et blanc, comme vous l'avez précisé. Ensuite, vous l'avez dessinée dans l'album. C'est affiché à l'écran aussi, donc maintenant. Donc ça, c'est des photos que vous trouvez facilement sur Internet? Alors Alice Milia, c'est difficile parce qu'elle n'est pas très connue. Donc c'est en fait elle qui a lancé les Jeux Olympiques féminins, le sport féminin de haut niveau. Enfin, il existait déjà, mais c'est elle qui a permis de fédérer ça. Et opposé à Pierre de Coubertin, parce que pour Coubertin, tout le monde peut participer, sauf les femmes, les étrangers, que les hommes blancs. Voilà, c'est plus trop d'actualité, heureusement. Et elle s'est opposée à lui, et le but c'est qu'elle essaie de la faire connaître. Elle commence à être découverte en fait. Elle était totalement oubliée, et il y a peu de photos qui circulent d'elle en fait. Donc là-dessus c'est un peu compliqué. Après le détachement de la bande dessinée, c'est de créer aussi, c'est pas de faire un portrait proprement parlé. Quelques photos qui existent, elles sont là, il n'y a pas besoin. Alors elles ne ressemblent pas forcément entièrement. Le but, c'est de proposer, c'est pas forcément que l'image. Il faut qu'on l'identifie, mais il ne faut pas non plus que ce soit une photographie. Donc vous venez déjà d'aborder quelque chose qui est important, la liberté créatrice de l'auteur, justement, de ne pas rester figé sur les documents historiques, mais d'aller plus loin, d'aller au-delà. Et surtout, Régis, vous avez mentionné le cadre très précis d'un album de bande dessinée. Vous êtes souvent limité en tout cas dans les pages que vous pouvez proposer. Alors, comment est-ce que vous effectuez cette sélection tout en restant libre dans votre création? Dans notre cas, la sélection est facile puisqu'on ne raconte pas un événement historique à proprement parler. La guerre de 14, c'est notre décor, mais on n'est pas comme dans le cas où on raconte l'histoire d'un grand personnage. Là, on a la biographie du personnage, mais on doit faire des coupes franches, des sélections, parce que sur une bande dessinée de 50 pages, on ne peut pas raconter l'intégralité de la vie de Napoléon, par exemple, dans les détails. Donc voilà, on prend les grands moments. Nous, c'est une histoire de fiction, la guerre des Lunes. Donc c'est une histoire que j'invente au fur et à mesure.
La guerre de 14, c'est une toile de fond, donc il y a des éléments de la guerre de 14 qu'on va mentionner, mais on n'a pas raconté l'intégralité de la bataille de Verdun, par exemple. Donc à ce niveau-là, c'est assez facile, mais il n'empêche qu'il y a quand même une grosse recherche documentaire à faire en amont, puisque même si nous, voilà, la couleur des uniformes, des choses comme ça, en fait, nous importe peu, parce qu'on voit relativement peu de soldats. Quand il y en a qui apparaissent quand même, on essaye de respecter l'uniforme de l'époque. Quand il y a des avions qui apparaissent, on essaye de faire en sorte que ce soit vraiment des avions qui existaient à cette période-là. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est le quotidien des gens, en fait, la façon dont ils vivaient dans la zone occupée. Quand les enfants se retrouvent à Berlin, c'est pareil, on essaie de reconstituer le Berlin de cette époque-là. Donc tout ça, voilà, c'est beaucoup de recherches à la fois iconographiques et puis surtout des recherches sur la vie quotidienne, et ça on ne la trouve pas dans le livre d'histoire souvent, et c'est pour ça que quand je me plonge dans un récit de fiction qui se passe dans une période précise, souvent, en plus des recherches documentaires historiques, je vais lire beaucoup de romanciers qui ont écrit à cette période-là. Donc là, sur la guerre de 14, par exemple, quand ça se passe à Berlin, j'ai lu un ouvrage de Hans Fallada, un écrivain allemand. Alors je l'ai lu en français parce que je ne suis pas du tout germanophone, mais qui s'appelle Gustave Defer et qui raconte l'histoire de famille allemande pendant la guerre de 14 et puis après dans les années 20. Il y a 2 tomes, le premier tome c'est l'Inferno qui se passe pendant la guerre de 14. Alors c'est très intéressant, en plus le roman est passionnant, et on découvre vraiment le Berlin de cette période-là. Et ce qui est bien dans ce genre de livre, c'est qu'on est avec des personnages qui vivent à cette époque. Et donc on apprend ce qu'ils mangeaient, ce qui était leur loisir, etc. On ne se voit pas forcément trouver dans les livres d'histoire. Or moi, c'est ce qui m'intéresse, puisque moi, je veux faire vivre un personnage dans une époque. Je ne veux pas forcément raconter l'époque ou les grands événements historiques de cette époque-là. Je veux vraiment faire vivre mes personnages de là. Et donc ça passe par ce genre de recherche. Pour ce qui est de la documentation graphique, vous faites partie des scénaristes qui livrent toute la doc à leur dessinateur, ou vous leur laissez la liberté de faire les choses? Une bonne partie, puisque moi-même, en faisant des recherches pour pouvoir écrire l'histoire, je tombe sur des documents iconographiques. Donc je les mets de côté, je les envoie au dessinateur, surtout quand on est dans un lieu particulier avec une architecture bien précise. Le tome 3 de la guerre du Gus passe au ministère de Guise, donc c'est un ensemble de bâtiments qui existent, que je connais bien pour y être allé de nombreuses fois. Et puis, parce que j'ai fait une autre bande dessinée qui se passait là-bas, et donc j'avais plein de documents sur le plein ministère que j'ai pu envoyer aux dessinateurs en me disant voilà, là on se trouve à tel endroit du plein ministère, voilà, cette scène se passe, voilà, on peut prendre tel angle, etc. Alors Chandre, comment ça se passe chez nous de la documentation? On en a déjà parlé en partie, mais justement cette limitation dans les pages d'un album, tout en gardant une liberté dans ce que vous proposez dans vos dessins. Là, je vais parler par exemple des deux. Comment expliquer? On a, en fonction des documents qu'on trouve, on arrive à composer en fait. Des fois, il y a effectivement des photos qui sont décalquées à la table lumineuse, parce qu'il y a quand même des choses assez particulières, des fois dessinées, et les lieux, des fois, ont disparu. Donc, ont été transformés, remaniés. Donc, des fois, on arrive à trouver des plans aussi, des images. Parce que le tout, c'est pas d'avoir l'image, c'est de voir aussi le contexte qu'il y a autour. Sur certains bâtiments, il faut vraiment vérifier que l'angle de vue, parce que l'idée, c'est pas tout le temps de prendre la photo et de la dessiner 5 fois d'affilée dans la même page. Justement, je repense à Esminia. Moi, j'ai pas été à la Sorbonne, mais il y a un passage à la Sorbonne, il y a une scène à la Sorbonne où il y a une discussion entre Coubertin et Esminia. Et en fait, ils déambulent. Donc l'idée, c'est faire leur rencontre et les voir sortir du bâtiment. Comment on fait si on n'y a pas été? J'essaie de voir un peu avec la famille qui aurait pu y aller. Non, ils n'ont pas été finalement. C'est de reprendre un plan de la Sorbonne et essayer de retrouver les différentes vues qui existaient pour pouvoir. Parce que quand on a dans l'urgence de dessiner, on peut effectivement y aller, comme tu disais. Tu as été à Athènes, des fois on n'a pas le temps, tout simplement. Parce que les éditeurs nous donnent des dates, et puis on a un peu qu'on est dans la commande, il faut rendre à temps. Et là, du coup, oui, Internet nous permet de trouver ça. Ensuite, les éditeurs d'habitude ne payent pas non plus les voyages
de documentation dont on pourrait avoir besoin. C'est ça le truc. Sandrine, pour vous, sans parler des frais couverts par les éditeurs, ce n'est pas le propos, mais la liberté que vous aviez dans la pagination de votre album, vous n'étiez pas limité à un nombre précis de pages pour créer chez toi. Non, pas du tout. J'ai vraiment écrit mon histoire au fil de l'eau, au fil de la plume. Et ensuite, je l'ai découpé et découvert le nombre de pages du livre. Voilà. L'éditeur n'a pas râlé parce que d'habitude, il préfère quand même d'avoir un album bien carré, bien précis dans la pagination. Pas toujours. Il y a aussi des livres où il n'y a pas une pagination prévue et mon éditrice n'avait pas l'air si mécontente de l'histoire. Elle avait raison, au final, quand on lit l'album, effectivement, le restreindre à un nombre limité de pages, ça aurait enlevé aussi dans l'importance des propos qui s'y trouvent. Mais vous aussi, j'imagine, avec tout ce que vous avez recherché, tout ce que vous avez vécu sur place, les échanges que vous avez eus avec les scientifiques sur place, vous avez dû faire un choix dans ce que vous avez raconté. Oui, j'ai fait un choix, mais c'était un choix assez évident parce que j'avais mes personnages. Et en plus, ces deux personnages qui sont très proches, c'est un peu comme si elles ont la même âme. Elles sont un peu le miroir l'une de l'autre. Il y a plein de choses qui vont de l'une à l'autre. Et d'ailleurs, elles parlent toutes les deux en disant « je » dans le livre. Et c'est pas qu'il y en a une qui a un style différent de l'autre. Il y a vraiment une identification entre les deux. Et d'ailleurs, elles ont presque un prénom semblable. Il y en a une qui s'appelle Mona et l'autre Monica. Donc, le choix, il s'est fait vite parce que j'avais ces deux personnalités-là incarnées et que il ne peut pas leur arriver toutes les péripéties du monde. Donc, j'ai vraiment pioché dans les anecdotes réelles qu'on m'a racontées pour construire ces personnages. Ensuite, il faut choisir les images pour mettre en image donc, vos propos, vos textes. Il y a toujours des images fortes pour accompagner. On avait déjà parlé de ces images d'aéroport que vous avez utilisées. Il y en a d'autres dans l'album qui vous ont probablement très marqué, que vous avez essayé de mettre en scène. Vous voulez parler peut-être des images qui sont plus pleine page, où on est plus avec le personnage. Oui. Du coup, en fait, il y a un découpage avec des cases qui sont vraiment de formats différents. Ça vient aussi du fait que ce projet au départ c'était un webcomic, donc c'était pas des pages les unes à la suite des autres, mais plus un long ruban qu'on pouvait faire défiler. Et dans la mise en page, il y a une grande liberté, il y a beaucoup de blanc, les cases elles peuvent flotter dans la page. Et on a donc ces moments où on a des pleines doubles pages, on est vraiment, comme par exemple là à l'écran, complètement avec le personnage derrière elle. Ensuite, il y a des images où on voit l'hôpital de l'extérieur, par exemple, qui sont aussi des images fortes parce qu'il y a des messages forts qui se cachent dans ces images. Oui, donc il y a ces photos d'hôpitaux. J'ai pu voir en documentant des banderoles sur les hôpitaux parce qu'il y avait tout ce contexte de la crise économique en Grèce en 2016. En fait, la Grèce, elle vit depuis plusieurs années cette crise dont on a beaucoup parlé et il fallait aussi le mettre en scène et ça permettait aussi de montrer que le personnage de la sage-femme grecque vivait aussi des choses qui étaient dures et qui avait une forme de précarité aussi dans son existence à elle. Genre de même chose chez vous, je pense notamment à un album de Napoléon, il y a une bataille navale à mettre en scène, donc vous ne mettez pas en scène que le personnage, mais aussi des scènes du quotidien. Une bataille navale, c'est pas quelque chose du quotidien, mais n'empêche que c'est une image forte, une image grande, elle prend plus de place que les images où on voit que les têtes. Voilà, elle est affichée à l'écran. Comment vous mettez à dessiner des cases pareilles? Parce que là, on n'a pas de document photo, non plus qu'on peut utiliser. Voilà, après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la peinture classique. En fait, sur cette page, la dernière image, celle d'explosion de l'Orient, qui était le navire amiral de la flotte de Napoléon, c'était l'image forte. Alors, il y a plusieurs peintures qui existent. Là, je parlais tout à l'heure de Tape Lumineuse, j'ai repris juste
justement la table lumineuse de la peinture, parce qu'elle était suffisamment forte, j'allais entre guillemets, que à me servir, même si on est dans un autre type de dessin. Et ça permet aussi de construire la scène avant. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ben là, c'est la bataille d'Aboukir, en fait, la première bataille d'Aboukir. J'ai retrouvé le déroulé avec des plans de la bataille. Là, pour l'exemple, c'est les bateaux de la flotte française a été enchaîné en longueur et pour empêcher la flotte britannique de passer. Et en fait, ils ont trouvé le moyen de passer et la flotte a été prise des deux côtés, en fait. Donc, comme tous les canons étaient portés sur le large côté français, le côté vers la côte, lui était totalement démuni, donc ça a été un carnage, en fait. Et c'est ce qui a provoqué aussi le piège pour Napoléon. On a l'impression que la campagne d'Égypte, c'est quelque chose de... C'est glorieux en France, c'est montré comme quelque chose de glorieux, mais en fait, Napoléon était pris au piège. Il était avec ses hommes, il ne pouvait plus rentrer. Le seul chemin qu'il pouvait prendre, c'était de passer par... c'est de remonter en fait sur le pourtour de la Méditerranée, donc faire tout le Proche-Orient, et revenir en fait par la Grèce. Et c'est ce qu'il a tenté de faire, mais il a été repoussé. Donc du coup, c'est le fruit du hasard, il a pu lui s'échapper, mais en fait, il a laissé tout le monde là-haut. Et depuis quelques années, il y a eu réédition et un accord avec les Britanniques pour faire revenir le reste des troupes. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est dans ce travail de mémoire, on a la documentation, et ça nous permet, ce que je disais aussi, ça nous enrichit nous en tant qu'auteurs, mais le but c'est de traduire ça aussi pour les gens. Et le regard sur l'histoire, le regard mémoriel, il y a l'histoire officielle, et puis il y a l'histoire de témoignage. Donc là je rejoins tous les deux, puisque tu parlais tout à l'heure toi de textes officiels et tout ça, mais il y a aussi, pas pour Napoléon, mais il y a aussi des discours avec les gens de tous les jours. La vie réelle. Alors peut-être, moi je sais que j'ai des souvenirs quand j'étais plus jeune, mes parents, mon père racontait, il a connu la Seconde Guerre mondiale en tant qu'enfant, il m'a raconté des choses de ça. Cette mémoire elle est là aussi, et c'est le témoignage aussi. Et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui en faisant ton album sur cette personne, c'est que le travail de mémoire il passe aussi au départ par les gens. Régis, en tant que scénariste, si on parlait d'image là à l'instant, quand vous commencez à écrire votre scénario, vous pensez déjà en image? Oui, toujours. Puisque le bande dessinée, on raconte une histoire avec des images, c'est vraiment le matériau qu'on va utiliser. Et donc quand j'écris l'histoire, j'écris pour un dessinateur en particulier, et quand je l'imagine, donc quand j'écris le scénario, je visualise chacune des cases, je les visualise avec le dessin du dessinateur avec lequel je travaille. Donc le dessinateur, en fait, c'est ma première source d'inspiration quand j'écris une histoire. C'est-à-dire que chaque dessin va véhiculer certaines choses, une forme d'émotion, de la poésie pour certains dessins, de l'humour pour d'autres. Il y a des dessins qui sont plus appropriés pour la grande aventure, d'autres plus pour les récits intimistes. Et donc quand j'écris un dessin, quand j'écris une histoire pour un dessinateur, je vais déjà prendre en compte les demandes du dessinateur, sur ce sur quoi il a envie de travailler, dans quel genre, est-ce qu'il veut faire une histoire policière, une histoire de science-fiction, lyrique fantasy, enfin bref, ou un récit historique. Et je vais surtout tenir compte de son dessin, de ce que m'inspire son dessin, des faiblesses et des forces de son dessin, parce qu'il y a des dessins qui vont être très appropriés pour raconter des scènes d'action, parce que c'est des dessins qui vont utiliser beaucoup les codes propres à la bande dessinée. Donc les traits de mouvement, les onomatopées, les choses comme ça, on va avoir des dessins qui sont extrêmement bruyants, extrêmement animés. Donc ça c'est bien dès qu'on est dans le registre humoristique ou dans tout ce qui est action, on a besoin de mettre du mouvement. Et il y a d'autres dessins qui vont être plus appropriés pour les scènes plus contemplatives, des choses comme ça. Et donc en fonction de ce que m'inspire le dessin, je vais écrire l'histoire pour le dessinateur. Et après quand je passe vraiment au découpage, je visualise en fait chacune des cases en essayant de voir ce que va en faire le dessinateur. Alors il y a toujours un décalage évidemment entre ce que j'imagine et ce que fait réellement le dessinateur. C'est un décalage qui n'est pas si important que ça au final. Alors que les tout premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, j'écrivais tout seul dans mon coin,
Et après, je cherchais un dessinateur qui voudrait bien travailler avec moi pour dessiner l'histoire que j'avais écrite. Et là, il y avait toujours un décalage qui était assez énorme, puisque quand j'écrivais l'histoire, je ne savais pas pour qui je l'écrivais. Et donc, je visualisais des cases avec, avec un dessin qui n'était absolument pas le dessin qui, au final, allait être utilisé. Et c'est pour cette raison que maintenant j'évite de faire ça. Je n'écris jamais d'histoire tout seul dans le coin, j'attends toujours qu'un dessinateur me contacte pour me demander d'écrire l'histoire pour lui. Vous êtes quand même alors moins surpris par le résultat parce que vous l'avez déjà imaginé et ça se rapproche un peu du résultat final. Voilà. Alors que, bon, vous passez moins de temps sur un album que le dessinateur. Chambre, justement, quand vous êtes sur un album avec toute la doc que vous avez amassée, il vous faut un certain temps pour le mettre en image, pour réaliser vos dessins. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça devient ennuyeux? On n'a pas le temps. Sérieux, vous passez combien de temps sur un album? Ça dépend, monsieur. La moyenne, en principe, je pense que vous pouvez aussi terminer, c'est une année. Après, ça dépend de la pagination, ça dépend du style de dessin, c'est tellement aléatoire, en fait, ça dépend des délais. Je reviens sur l'histoire des délais, parce que des fois, on se retrouve avec des délais courts, et il faut rendre à temps. Parce que même si après c'est décalé à cause des histoires de pénurie de papier. Mais ouais, c'est ça. C'est le principe du travail de commande. Soit on est vraiment très bon et entre guillemets très connu, on a l'assise pour pouvoir prendre le temps, soit il faut taffer, il faut bosser pour pouvoir le faire. Donc les auteurs parce qu'on en entend parfois qui disent qu'ils cherchent des trucs pour ne pas s'ennuyer au dessin quand ils réalisent leurs albums, c'est plutôt des auteurs très affirmés qui peuvent se permettre ce luxe d'avoir le temps à passer sur leur dessin. Non, je pense pas, mais après vous pouvez témoigner aussi. Je pense que il faut qu'on s'amuse. C'est déjà un métier un peu particulier. Je pense que si on ne s'amuse pas, il ne faut pas faire. Il faut changer de métier. Sandrine? Effectivement, pour moi, il y a aussi des contraintes de délai avec l'idée de trouver une technique qui va convenir autant en partie par des contraintes aussi financières pour réaliser l'album. Et ce que je dis souvent dans les rencontres en classe, par exemple, c'est si je passe 1 heure sur une planche pour... 1 heure de plus, pardon, sur une planche qui va déjà me prendre un temps conséquent. Si je veux faire une petite chose pour améliorer le dessin, par exemple, il faut multiplier par les 200 pages et du coup, ça se mesure peut-être pour l'album à 3 mois en plus de travail. Donc, il y a toujours une espèce d'étape où je vais réfléchir techniquement combien de temps il faut que je passe sur l'album. Et ça peut être aussi en ayant la date à laquelle je dois rendre, et puis je me dis j'ai tant de pages, il faut que je passe tant de temps sur chaque planche, ça va être vraiment compliqué. En parlant de temps à passer sur une image, par exemple, une image importante sur laquelle vous passez probablement toujours beaucoup de temps, c'est l'image de couverture d'un album, parce que c'est la première image qu'on voit. Oui, alors la couverture, souvent c'est un dialogue avec l'équipe de la direction artistique. Donc chez toi, j'ai travaillé avec le directeur artistique, on a parlé de l'impact que pouvait avoir cette couverture. Donc il y a eu plusieurs allers-retours. Moi, c'est un travail que j'aime bien faire, j'aime bien aussi travailler pour la presse, et donc là, c'est une image qui s'éloigne un petit peu de la narration et qui est plus conceptuelle et graphique. Donc c'est une étape que j'aime bien, et aussi là, on a travaillé en même temps la couverture, la quatrième de couverture pour qu'elle se réponde. Chandre, qu'en est-il de votre travail justement pour la sélection de l'image de couverture? Effectivement, c'est un travail entre une édition et puis tous les membres du livre, parce que le dessinateur il va chercher. Moi, je fais beaucoup de petits croquis en fait avant. En principe, j'essaie de trouver une dizaine, une douzaine d'idées, après des fois plus, des fois moins. Bizarrement, ce que je propose, c'est jamais celles qui sont choisies. Donc, en fait, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné 3, je vais les avancer un peu plus, et une fois qu'elles sont avancées, je passe à une étape de crayonné,
Et sur le crayonné, en fait, on réfléchit sur lequel on choisit, on aboutit. J'essaie toujours de placer, même si moi je ne suis pas graphiste, j'essaie toujours de placer un pavé de texte, ce qu'on appelle un pavé de texte, pour voir, je reprends le titre, j'essaie de mettre un peu, je reprends le logo de l'éditeur, pour voir, parce que l'image nue, en fait c'est comme à l'intérieur, ce que tu disais aussi avec les buts qui manquent, c'est un rapport texte-image qu'on doit avoir, et sinon c'est juste, ça peut être une couverture avec juste une image, il faut vraiment que l'image soit forte pour que les gens soient attirés par l'image et le livre. Parce que il faut quand même qu'on mette du texte. J'essaie de l'intégrer tout de suite dans les recherches. Et comment intervient le scénariste dans le choix de l'image de couverture? Déjà en dévoilant un peu le contenu de l'album, parce que la couverture normalement elle renvoie aussi au contenu de l'album, et surtout quand on travaille sur une série. Généralement la couverture on commence à y réfléchir quand la moitié de l'album a été déjà dessinée. Et moi je sais grosso modo à ce moment-là exactement, je connais l'intégralité du contenu. Et donc je vais donner des idées aux dessinateurs quand ils n'en ont pas. Je vais dire bah, tiens, ça pourrait être une image extraite de cette séquence-là, où on pourrait mettre tel ou tel élément de décor. Mais j'interviens surtout en fait quand on travaille sur une série au tout début, sur la première couverture, puisque c'est là où on va un peu définir grosso modo la maquette qui va identifier la série. Alors soit c'est uniquement des images pleine page avec le titre posé dessus, soit on essaye de trouver une sorte de charte, ce qu'on fait par exemple pour la guerre des Lulu, pour les spectaculaires, où chaque tome en fait est facilement identifiable comme étant un tome de la série, parce qu'on a élaboré une maquette qui fait que voilà, la guerre des Lulu, il y a tout le temps un grand espace blanc dans le haut de l'image. Les spectaculaires, voilà, on a toute l'image encadrée en fait dans un grand cadre avec des fioritures. Et donc c'est surtout à ce niveau-là en fait que je vais donner mon avis. Donc là on travaille souvent avec un maquettiste aussi, qui va nous faire des propositions. Et puis on va essayer de trouver comme ça des éléments qu'on doit avoir sur la couverture. Je sais que pour la guerre des Lulu, on avait fait une première proposition de couverture dont tout le monde était satisfait, tellement satisfait que l'éditeur l'a validée. Et donc elle a été finalisée. Et à un moment donné, l'équipe commerciale a mis son nez dedans. Et ils nous ont dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est que vous racontez une histoire d'enfant. Or là, vous avez mis, là on a l'impression qu'il y a un enfant qui est le héros de l'histoire et les autres sont seulement en arrière-plan. Parce qu'on s'était dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à chaque fois l'un des enfants au premier plan et les autres en arrière-plan et on changera à chaque tome. Et ils nous ont dit, mais pour le premier tome, ça ne fonctionne pas. Donc, sur le premier tome, il faut absolument qu'on voit tous les enfants pour montrer que c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui sont tous sur le même pied d'égalité. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que sur les 5 premiers tomes, à chaque fois, on a des enfants qui sont plus ou moins sur le même plan. Et sur les 5 derniers tomes, par contre, là, à chaque fois, c'est le point de vue d'un des enfants qui est privilégié. Donc, les 5 derniers tomes s'appellent Lucien, Luigi, Lux, Lucas et Ludwig. Donc, à chaque fois, c'est le prénom d'un des enfants qui est en sous-titre. Et donc là, à chaque fois, on va mettre au premier plan l'enfant qui est le narrateur de cette partie de l'histoire. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui se décident en avant. Donc c'est au moment où voilà, on est en train d'essayer de définir une forme de charte que là, je vais surtout intervenir. Et après, sur les tomes suivants, voilà, c'est surtout comment le dessinateur va me guider ou me demande mon avis, je vais le donner. Alors le thème de cette table ronde, c'est vecteur de mémoire, conflit et conséquences. Donc on n'a pas directement abordé ce sujet, mais mine de rien, dans notre discussion, il est technique de création de vos bandes dessinées. On en a quand même déjà appris beaucoup. Ça va beaucoup plus loin et donc j'ai Pierre qui est à mes côtés ici qui saurait vous en parler encore un peu plus en allant au-delà de ce qu'on a abordé là à l'instant. Je crois que c'est les piles qui ne marchent plus, donc je vais continuer sans micro en premier en remplaçant les piles après. Bah, décidément, non. Bah, on fera sans micro, on va remplacer les piles pendant qu'on parle. Donc il y a d'autres bandes dessinées qui parlent d'éléments historiques et qui donc permettent de mettre en image des récits historiques, de transmettre la mémoire d'événements historiques. Et donc Pierre est bien placé, donc il n'est pas là uniquement que pour faire défiler des images. Il a également préparé
plusieurs exemples de bandes dessinées qui pourraient donc illustrer ces propos. Pierre, je vous passe le micro. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est remarquable aussi dans la bande dessinée. On peut dire depuis à peu près une trentaine d'années qu'elle a une certaine légitimité culturelle pour pouvoir imposer des sujets de société plus larges que le simple divertissement. Et on le voit à travers donc des auteurs qui justement plongent dans la mémoire, dans l'humain et font des récits qui ont justement enlèvent un peu le côté spectaculaire, divertissant de la bande dessinée pour revenir à de l'intimiste, à de la transmission d'informations, d'expériences de vie qui vaut tout autant que lorsqu'on peut regarder un reportage ou écouter un podcast. Donc maintenant, c'est ça que moi je trouve remarquable aussi, c'est dans la richesse et aussi dans la largeur. Hein. On le voit aussi quand on regarde ce panel d'auteurs, chacun aussi a une sensibilité et une approche différente de l'histoire en général, que ce soit une fiction qui nous plonge au cœur du réalisme, un document qui est mis en vie quand c'est une biographie, ou un témoignage aussi qui est donc qui est rapporté. Donc moi je trouve que c'est fascinant et ça peut permettre voilà, d'explorer toutes sortes de sujets, de curiosité. Donc là, effectivement, je vous ai apporté des classiques qui parlent de... Alors récemment, c'est vrai que l'Odyssée d'Aquille de Fabien Toulmé a été remarqué, a gagné aussi le prix France Info de la bande dessinée de témoignage sur un récit de migrants. On a bien sûr des auteurs qui sont emblématiques du témoignage et historique, aussi bien Guy Delisle, Marjane Satrapi ou Emmanuel Gilbert sur son travail sur la Seconde Guerre mondiale, qui pourrait être la prolongation un peu si vous avez aimé la guerre des Libus et que vous voulez vous intéresser au conflit suivant. Donc des travails aussi de journalistes qui travaillent directement en bande dessinée. Donc ça aussi, le journalisme en bande dessinée, la légitimité journalistique a mis un peu de temps à être acquis, et on dit que notamment parmi les premières œuvres qui ont un peu donné du poids, le travail de Art Spiegelman dans Maus, et puis après ce qu'il a pu faire dans la presse en tant qu'auteur qui témoignage et qui dénonce aussi le fait que la photographie maintenant sous l'ère du Photoshop peut être un monteur, et que le dessin apporte une sensibilité un peu authentique aussi dans la transmission et dans le témoignage. Bon, voilà, je mets quelques titres aussi d'un dessinateur américain qui s'appelle Joe Sacco, qui lui a une carte aussi de journaliste et qui donc fait qui parcourt, qui reprend, et dans le même j'ai l'impression, Sandrine, je ne sais pas si tu connais le travail de Joe Sacco, bien sûr, hein, et donc du coup ça serait en prolongation, je me dis aussi, de ton geste pour artistique, de rendre compte. Après lui, il est vraiment dans le journalisme, voilà. Donc moi je suis dans la fiction, je me permets des choses qui ne sont pas réelles, donc c'est pas exactement le même travail, mais effectivement c'est vraiment intéressant justement de le confronter. Donc voilà, c'était le propos aussi que j'avais à vous dire, en plus de suivre et de remarquer les auteurs qui sont là. Hein. C'était cette richesse que la bande dessinée, et tous les mois là, actuellement, c'est vrai, énormément de sujets sont abordés, des sujets de société, aussi bien de la mémoire. C'est vrai que le livre sur Alice Milla, moi je ne connaissais pas Alice Milla quand tu ne connaissais pas non plus, qui est donc la pionnière des Jeux Olympiques féminins et même des fédérations féminines, nageuse, championne d'aviron et tout, et j'étais ravi de connaître le portrait de cette femme à travers le travail de chant. Donc la bande dessinée est voilà aussi vecteur de mémoire, un vecteur de curiosité et animateur d'humanité. Voilà. Merci Pierre. Mais justement, la bande dessinée aujourd'hui, pour s'informer, on a d'autres sources, pas nécessairement toujours les meilleures. On a Facebook, on a TikTok, etc., qui souvent aussi nous amènent des informations, des fake news pour justement utiliser le mot. Est-ce que la bande dessinée, elle nous permet aussi de contrer ça, de proposer quelque chose de plus face à ces sources d'informations souvent peu fiables? Je pense que la bande dessinée peut être aussi peu fiable que les autres sources d'information. C'est un langage, la bande dessinée, donc on peut raconter tout et n'importe quoi, donc aussi bien des réalités historiques que véhiculer aussi des fake news. On peut faire de la bande dessinée de propagande, ça a existé, ça existe encore. Et donc comme tous les langages, en fait, c'est surtout la façon dont on s'en sert qui est importante. Voilà, bon, après... moi, je travaille surtout dans la fiction. Alors, ça arrive que je fasse des bandes dessinées vraiment avec un fond historique très
très présent, où je raconte des réalités historiques, par exemple, Femmes résistantes, on raconte l'histoire de 4 femmes ayant vraiment existé, etc. Donc là, on essaye de rendre compte vraiment d'une réalité. Après, quand on est dans la fiction, on se permet de prendre des latitudes et voilà, de ne pas être dans l'histoire à proprement parler, plutôt dans les petites histoires. Qu'est-ce que la bande dessinée peut donc apporter en plus aux autres médias d'information, par exemple? Changer une idée? La bande dessinée, je pense qu'inconsciemment, on a aussi l'idée que la bande dessinée, pendant longtemps, c'est resté pour les enfants. Je pense qu'inconsciemment, on a un peu de ça, on reste dans un loisir, sans oublier que maintenant, aujourd'hui, elle peut être très pointue. On reste dans un loisir et c'est un temps de lecture. On est vraiment la bande dessinée spécifique, mais elle se retrouve quand même entre l'image réelle, entre la photo, le cinéma, le document vidéo, mais on a aussi un livre. Donc je pense que quand on prend une bande dessinée, on se place inconsciemment dans une position, on a un certain recul qui nous permet d'avoir une réflexion, et on a le temps de digérer, en fait, comme la lecture, on a le temps de digérer ce qu'on est en train de lire, de regarder. On n'a pas forcément avec la photo ou avec la vidéo. Je pense que les auteurs, c'est à chaque fois un angle de vue différent. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui 3 types de bandes dessinées représentées là. Mais il y a une digestion en fait du propos par les auteurs. Donc c'est pas que le lecteur a quelque chose de pré-mâché, mais on a déjà fléchi le parcours. Donc ça permet d'avoir ce détachement par rapport à la vidéo, par rapport à l'image rapide. Je dirais une bande dessinée, c'est par exemple, il n'y a pas, c'est pas du tout la même chose, c'est tout un dispositif. On sait bien que la personne qui parle, par exemple, moi, mes personnages, ils disent je, mais derrière, il y a un auteur. Donc moi, mon point de vue d'autrice, il n'est pas caché, je ne veux pas donner une vérité, je propose une histoire. Et je ne passe pas de pacte avec le lecteur, comme quoi je vais lui donner la vérité. Et d'ailleurs, je me permets des libertés dans ce livre. Par exemple, mon héroïne qui est syrienne, elle est dans un camp où dans la réalité, il n'y avait que des Afghans. Donc ça, ce n'est pas vrai. Et c'est rétabli par contre à la fin du livre. Il y a un petit cahier pédagogique où les scientifiques expliquent ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, donc je pense que ce n'est pas du tout le même dispositif que les informations sur Facebook. Je disais ça pour provoquer un peu. Régis, je rebondis aussi sur la bande dessinée qui a été utilisée comme propagande. Je porte un pull avec un personnage dessus bien connu. Si on lit les premiers albums de ce personnage, c'était de la pure propagande, d'une certaine façon. C'est Tintin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Tintin au pays du Soviet, Tintin au Congo, surtout Tintin aux Amériques, oui, c'est des documents d'époque aussi qui nous montrent un peu comment nous, Européens, on voyait le monde à l'époque, mais ça a changé depuis. Et je pense que c'est aussi des outils pédagogiques qu'on peut utiliser aujourd'hui, de la bande dessinée, pour justement parler du monde, de comment il a évolué, de ce qu'il a cherché, de montrer aussi où les hommes ont fait des erreurs fondamentales au cours de leur évolution. Et la bande dessinée peut aussi apporter des réponses à ces questions-là. Oui, tout à fait. En fait, la différence entre la bande dessinée et puis la photographie et les vidéos qu'on voit défiler sur TikTok, sur Facebook, etc., c'est que le dessin implique une forme de distanciation, c'est-à-dire quand on est face à un dessin, on a conscience que non, c'est pas réel, c'est pas la vérité, une sorte de filtre entre nous et la réalité, une réinterprétation par le dessinateur. Quand on voit une photo, quand on voit une vidéo, on peut la prendre au premier degré. Et donc on voit une photo, je ne sais pas, d'un groupe de migrants, on ne sait pas d'où, d'un groupe de personnes en fait, avec un sous-texte en fait qui nous dit que ce sont des migrants violents ou je ne sais quoi. On peut la prendre au premier degré parce qu'on voit la photographie, on voit l'image et alors que quand on voit un dessin, on sait que c'est quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fait, c'est une image fabriquée. Donc on a cette conscience-là que c'est une image fabriquée. Alors qu'une photographie, une vidéo peut tout autant être une image fabriquée, mais on n'en a pas forcément conscience. C'est pour ça que c'est très figeux la photo, la vidéo qu'on va voir défiler sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, etc.
Et inversement, du coup, on a aussi, quand le dessin sur le malfaisant, la caricature. Et de suite, en tant que vous lecteur, vous le regardez très vite. Vous imaginez prendre de la distance. Je pense tout le monde à toutes les caricatures antisémites durant la guerre. Les partis pris étaient tellement forts que je me dis quand même, avec un peu de recul, on peut comprendre que ça ne peut pas être une réalité, mais un trait très forcé. Ce qui n'empêche pas qu'on peut adhérer à des idées nauséabondes véhiculées par un dessin. Mais voilà, mais il y a une distanciation, on sait que on n'est pas sur une image instantanée qui a été prise comme ça. Et quand on le regarde avec un peu normalement le travail de mémoire, on voit le ridicule, du moins le trait poussé, et du coup ça nous permet nous de relativiser aussi. Bonjour. Je rebondis aussi juste un peu parce que comme j'ai travaillé aussi un peu sur Dreyfus, en fait, on a aussi la distance du temps. Nous, on le voit aujourd'hui avec une certaine distance, mais à l'époque, en fait, les caricatures, c'est très très violent. On le voit peut-être comme un document aujourd'hui, mais l'affaire Dreyfus est assez illustrative de ça, c'est que la France, les opinions ont été partagées en deux, comme d'autres conflits encore plus récents qu'on trouve aujourd'hui. Les gens se renforcent dans leurs opinions, quel que soit le bord, mais c'est extrêmement violent en fait. Oui, mais justement quand tu vois une caricature, tu sais que tu es face à une opinion. Tu vois une photographie, tu as l'impression que c'est neutre, alors que non, la photographie n'est pas neutre non plus, il y a forcément un parti pris, il y a un angle de vue choisi, etc., un focus. Mais on a l'impression d'avoir un document qui est complètement neutre et c'est nous qui pourrons l'interpréter un peu comme nous. Alors que la caricature, c'est déjà quelque chose, un point de vue qui est proposé, t'en as conscience en fait quand tu vois. Tu choisis d'adhérer ou pas, mais tu sais que c'est quelque chose, c'est l'interprétation d'un événement, de quelque chose. On arrive à la fin de notre table ronde. Par contre, on aimerait encore profiter un peu que vous soyez là dans le public, vous en remercier et surtout en profiter si vous avez des questions à poser aux auteurs ici présents sur le sujet. Donc n'hésitez pas, si vous en avez, c'est le moment de les poser. On va faire passer un micro dans la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, il n'y en a pas? Si, il y en a une, voilà. C'était pour demander, monsieur Régis, c'est ça, si il y aura des tomes sur les autres guerres autres que la Première Guerre mondiale. Pour la guerre des Lulus, non. Alors, c'est quelque chose qu'on a envisagé à un moment donné. C'est vrai quand on s'est lancé dans la guerre des Lulus, comme la série a tout de suite bien marché, l'éditeur a regretté immédiatement qu'on ait choisi la guerre de 14, parce qu'on avait pris pour parti de faire un tome par année de guerre. Donc il a regretté qu'on n'ait pas pris la guerre de 100 ans, comme ça marchait bien. Et on s'est dit, ce qu'on peut faire, c'est peut-être prolonger jusqu'à la guerre de 39-45. Le problème qu'il y avait, c'est que l'originalité de la série, c'était de regarder la guerre à hauteur d'enfant, et on avait choisi de faire grandir nos enfants au fil du temps. Donc c'est pas des personnages comme Spirou, Tintin qui ne vieillissent jamais, ils traversent le temps sans jamais vieillir. Nous, d'une année à l'autre, nos enfants, nos Lulus grandissent, et donc les amener jusqu'à la guerre de 39, c'est ajouter 20 ans à l'âge de départ. Donc c'est des personnages qui auraient eu entre 39, pour le plus jeune, il aurait eu 36 ans au début de la guerre de 39-45, le plus âgé aurait eu à peu près 39 ans. Donc on n'était plus du tout dans le même propos, puisque là on se retrouvait avec des personnages adultes qui vivraient la guerre de 39-45. Alors après on peut faire les enfants des Lulus qui vivent la guerre de 39-45, mais il s'avère qu'entre-temps, en fait, l'idée était tellement bonne que d'autres l'ont reprise pour faire des séries de bandes dessinées. Donc il y a les enfants de la résistance, il y a une série qui s'appelle Le Réseau Papillon, etc., qui ont repris cette idée donc, de regarder la guerre à hauteur d'enfant. Et voilà, donc comme on ne va pas remettre une pierre sur l'édifice, voilà, ça a déjà été fait, c'est toujours en cours pour cette série-là.
Et non, on va passer à autre chose après la guerre des Lulu. Il nous reste 3 tomes à faire. La série se terminera en fait au moment de la signature du traité de Versailles, donc le 28 juin 1919. Et on aura clôturé la série, donc il y aura eu 12 tomes en tout, ce qui est déjà pas mal pour une série. Et par contre, ce qui empêche que moi j'ai déjà fait des histoires qui se passent pendant la guerre 39-45, donc j'ai évoqué Femmes en résistance tout à l'heure. Il y a eu aussi le dernier envol au-delà des nuages, donc des séries aéronautiques, enfin des histoires aéronautiques. Voilà, donc ça n'empêche pas de pouvoir faire d'autres histoires, mais ce sera très certainement pas avec les Lulu. Par contre, les Lulu, ça continuera dans un autre format. Ah, dans un autre format, oui, parce qu'il y a un film qui est en cours de tournage, là, qui se termine la semaine prochaine, et ça sortira l'année prochaine, enfin, soit en fin d'année 2022, soit début 2023. Et vous voyez les premières images. Ce sont des images de tournage. Tout ce que vous voyez derrière, c'est du décor. En fait, c'est un village qui a été entièrement fabriqué par l'équipe déco. Et ils ont fabriqué tout le village des Lulu, en fait, le village de Valencourt, comme ça, tout en carton-pâte, enfin, en polystyrène, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc vous parlez de ce film-là. Quel est votre regard, vous, en tant que dessinateur? Est-ce que vous avez un regard par rapport au film où vous vendez le droit et puis après, ça y est, vous êtes complètement détaché de ce qui sort? Alors, plusieurs cas de figure sont possibles. Quand on cède les droits, on peut demander à avoir un droit de regard. C'est quelque chose qui se négocie, hein, comme tous les contrats. Dans l'occurrence, moi je considère que mon œuvre, en fait, c'est la bande dessinée, c'est la guerre des Lulu. Les droits audiovisuels, souvent, même dans quasiment tous les cas, on les cède à l'éditeur, en fait, avec qui on signe un contrat d'édition. Souvent, il nous oblige à aussi céder les droits audiovisuels, donc c'est lui qui les négocie. Donc Casterman a cédé les droits à une société de production. Je les ai rencontrés et je leur ai dit, écoutez, moi je préfère vous mettre à l'aise, je vous laisse entièrement libre de faire ce que vous voulez de la guerre des Lulu. C'est votre œuvre, enfin, c'est l'œuvre du réalisateur. J'ai rencontré quand même le réalisateur et voilà, j'avais assez confiance en lui, enfin une relation de confiance qui s'installe aussi. Et je lui ai dit aussi à lui, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux. J'interviendrai pas sur le processus de création. Si tu fais un mauvais film, c'est ton mauvais film. Si tu fais un bon film, j'en suis aussi un peu à l'origine. Mais voilà, le film de cinéma, c'est vraiment une œuvre à part entière qui est différente de notre bande dessinée, même si l'histoire de base, en fait, est la même. C'est vraiment une réinterprétation complète. J'ai fait quelques adaptations de nouvelles ou de romans en bande dessinée. Et voilà, et j'estimais que voilà, j'étais moi aussi en train de créer une œuvre originale à partir d'un matériau qui était le roman ou la nouvelle. Et voilà, et j'aurais mal vécu que voilà, l'ayant droit ou l'écrivain en fait vienne regarder par-dessus mon épaule ce que je faisais, me disant non, ça tu peux pas le faire, non, ça va pas. Voilà, et je pense qu'en plus de ça, il vaut mieux se détacher en fait de la recréation. Parce que sinon on peut être déçu, on peut avoir envie tout le temps d'essayer de corriger le tir. Il vaut mieux s'en détacher complètement et puis voilà, et après la regarder en spectateur. Et voilà, on peut être déçu par ce qu'il en est fait, on peut être ébloui aussi. On verra. Pour l'instant, ce que j'en ai vu du film, parce que je suis allé plusieurs fois sur le tournage, j'ai accès au rush. L'image est magnifique, les acteurs sont bons. Le réalisateur sait réaliser un film, il en a fait plusieurs. Donc pour l'instant, tous les signaux sont ouverts, on verra ce que ça donnera au final. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non. Alors merci beaucoup pour votre attention pendant cette table ronde. Les auteurs seront présents cet après-midi pour une séance dédicace, donc vous pouvez les rencontrer et leur parler personnellement et avoir en plus une dédicace dans un album tel qu'ils sont présentés ici devant. Pierre aussi sera présent cet après-midi pour un atelier. Pierre, je vous laisse le présenter vous-même. Il y aura absolument une thématique
opposé, enfin pas forcément opposé, mais cet après-midi on fera un énorme quiz manga pour tester la connaissance de tous les fans de manga, ados, enfants, adultes. Venez, on parlera Japon, on parlera animation, on parlera super-héros en costume moulant, donc pas forcément de la mémoire en bande dessinée, mais pourquoi pas pour la mémoire du futur. Hein. Donc, et après, nous aurons même la chance d'interviewer le personnage fictif de Mikasa de l'Attaque des Titans. Si ça, c'était une chance exceptionnelle, je sais. Donc j'espère vous voir cet après-midi. Merci. Donc, merci beaucoup pour maintenant et je vous souhaite passer encore une très bonne journée, un bon week-end. Merci.